C'est bon? 1, 1. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci d'être venus. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question. J'aime bien commencer par des questions. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu mon talk sur Polymère l'année dernière au GDG DevFest? Personne? Je suis super content parce que j'ai honteusement recyclé plein de slides de l'année dernière. Donc je serais passé pour un vrai escroc et comme vous ne l'avez pas vu, vous ne saurez pas quelles sont les slides nouvelles et les anciennes slides. Donc, je me présente, Cyril Balit, je suis directeur technique de Front et aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc, de Polymère mais d'une façon un petit peu plus large aussi de Web Component. L'idée sur cette notion de composant, en fait c'est pas vraiment nouveau, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire quand vous faites des applications web. On a toujours l'habitude de manipuler des composants. Mais ça arrive très fort aujourd'hui avec des frameworks qui sont vraiment orientés composants. Et Polymère donc, fait partie de cette nouvelle génération de framework. Quand je dis que ça fait longtemps qu'on le fait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu cet exemple au tableau. C'est un exemple, si vous voulez, pour illustrer quelque chose qu'on a l'habitude de mettre dans nos sites. C'est un petit peu les boîtes à onglets. Donc ça, c'est un plugin jQuery. Je mets ce HTML dans ma page et je lance un petit script en bas qui va me générer une boîte à onglets. Ça fonctionne très bien. J'ai la même chose, si vous voulez, avec, alors, je ne sais même pas de qui c'est, peu importe, une autre librairie qui, quand je vais suivre la documentation et mettre ça dans mon site, je vais avoir le même résultat, c'est-à-dire une boîte à onglets. J'ai Yahoo UI qui, eux, ils se passent complètement du HTML en pur JavaScript. On est capable de créer cette fameuse boîte à onglets. Et pour ceux qui font du Angular, on a une directive qui permet de faire des boîtes à onglets. Donc là, si vous voulez, alors on a 4 librairies, enfin en tout cas 4 façons de faire des onglets dans notre page, et ils sont forcément très réussis, on peut les utiliser, mais ce qui me gêne dans cette approche, oh la vache, c'est que ces 4 onglets-là, dans un cas, je peux l'utiliser qu'avec jQuery en mettant jQuery, dans un autre cas, je vais l'utiliser qu'avec Angular, ou avec React si c'est un composant React, bref, j'ai un composant qui ne fonctionne que dans un seul type de framework. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, et c'est ça un petit peu la promesse des Web Components, c'est de vous dire, c'est plus quelque chose qui va être intrinsèquement lié à un framework, c'est quelque chose qui va être lié à votre navigateur. C'est-à-dire que votre navigateur va être capable de comprendre ces nouvelles balises, ces nouveaux composants que vous allez créer. Et donc c'est ça le véritable apport, si vous voulez, des Web Components par rapport aux autres frameworks orientés composants. Donc l'idée, voilà, c'est mon onglet, c'est une balise PaperTabs qui va contenir des balises PaperTab par exemple. Et ça, c'est agnostique de la technologie, c'est du Web Component. Mon navigateur va savoir comment interpréter ces balises et afficher une boîte à onglets comme ça. Donc sur le papier, c'est super. On a tous envie de faire ça et on va voir comment justement le navigateur peut comprendre ces nouvelles balises. Alors en fait, les Web Components, c'est pas une spécificité, c'est pas une librairie. C'est en fait l'association de 4 normes qui, mises entre elles, vont vous permettre de créer ces fameux composants web. Ces 4 spécifications du W3C, j'insiste, spécifications officielles, c'est le HTML import, le Shadow DOM, les templates et les custom éléments. Donc, en utilisant ces 4 spécifications, on va créer des web components. Alors, si je passe rapidement sur ces 4 éléments, il y a la première qui, à mon sens, est la plus importante pour créer des web components, c'est cette notion de custom éléments. Les custom éléments, c'est quoi? C'est justement cette capacité que vous allez avoir maintenant de dire à un navigateur, je crée une nouvelle balise, je vais l'appeler par exemple myElément, et je vais te dire, avec un prototype, du code, je vais te dire comment gérer cette balise. Et le navigateur, du coup, maintenant, vous lui avez donné un nom de balise, vous lui avez donné un comportement, vous avez le droit d'utiliser maintenant cette balise dans votre page, le navigateur saura comment l'afficher. J'insiste, on est vraiment au niveau du navigateur, c'est ça qui est important. Donc maintenant, pour aller plus loin dans cette notion de composant, on va utiliser une autre spécification qu'on appelle le Shadow DOM. Le Shadow DOM, c'est quoi? C'est la capacité que vous allez avoir de créer un nouvel arbre d'éléments sur un élément HTML et il sera masqué. On parle là d'encapsulation. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir créer des composants plus ou moins compliqués, mais la complexité, l'implémentation de votre composant sera masquée à l'utilisateur. L'utilisateur ne verra qu'une balise et c'est cette balise qu'il mettra dans sa page.
Pour vous donner un exemple de un peu à quoi ça peut ressembler, si vous prenez l'exemple d'une balise vidéo que vous avez l'habitude d'utiliser, dans une page HTML, vous allez mettre juste une balise vidéo, mais vous vous rendez bien compte qu'à l'écran, vous avez beaucoup plus d'éléments que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus riche. On va avoir une scène, on va avoir une timeline, on va avoir des boutons. Et toute cette complexité, justement, vous ne la voyez pas, mais elle est encapsulée dans le Shadow DOM et elle est masquée à l'utilisateur. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce Shadow DOM, c'est de faire des choses compliquées, mais d'avoir la main sur cette implémentation. Et surtout aussi, cette frontière, cette encapsulation nous permet de mettre de la CSS, du style, sans affecter la page. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le HTML import, alors, quand on réfléchit, en HTML, on peut importer de la CSS, on peut importer du JavaScript, on peut charger des images, mais on n'avait encore aucun moyen de dire ma page HTML A, elle voudrait importer du contenu d'une autre page HTML. Donc ça, on peut le faire avec des JSP, avec du PHP, avec des includes, mais nativement en HTML, ce mécanisme n'existait pas. Et du coup, c'est là que le HTML import vient à la rescousse. C'est une nouvelle façon de faire avec une balise link, un attribut rel import et une référence sur un fichier HTML. Et là, en fait, vous allez avoir la capacité maintenant de dire, dans cette page HTML, je veux accéder au contenu d'une autre page HTML. Donc, ce n'est pas un copier-coller, ça ne veut pas dire que le navigateur prend la page et vous la colle dans le body, mais non. Par contre, il va la charger, il va récupérer le DOM, et après, vous avez accès à ce DOM pour le mettre dans votre page. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, il y a du code qui permet de récupérer ce DOM, le cloner, le rajouter quelque part. Vous avez la main dessus. Et la dernière spec qui va nous intéresser pour les web components, c'est cette notion de template. Alors le template, c'est quelque chose qui commence maintenant à exister depuis un petit moment. C'est une nouvelle balise template dans laquelle je vais mettre du code HTML pour l'utiliser plus tard. Le gros intérêt, c'est que je mets ce code dans une balise template. Le navigateur sait que c'est du template. Il sait qu'il ne doit pas l'interpréter. S'il y a des images, il sait qu'il ne doit pas les charger. C'est juste du code à disposition. Et vous, après, avec ce template, vous allez récupérer le contenu et, par exemple, le cloner pour refaire des zones de HTML. Donc, vous avez une zone de code à disposition. Donc, avec ces 4 spécifications, on a donc des outils pour créer des web components. Alors moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis emballé en me disant, faisons des web components, quoi. Et donc, je vais sur Can I Use, et alors là, je me dis, mais mon client, il ne va pas vouloir les web components. Parce que quand vous regardez, en fait, maintenant, on est sur des spécifications que le navigateur doit prendre en charge, et on se retrouve 10 ans en arrière avec les CSS3 et la guerre des navigateurs, où on a envie de faire des choses, mais ça ne suit pas côté support. Donc si on regarde aujourd'hui, les 4 spécifications que je vous ai montrées, il n'y a qu'un navigateur qui les implémente tous, c'est Chrome. Par contre, le support est très inégal dans les autres navigateurs, complètement inexistant dans IE et dans Safari. Et le reste, c'est à coup de flag. Bon, bref, c'est pas utilisable en production, quoi. Et c'est bien dommage. Et c'est là que Polymer vient nous aider. Alors Polymer, c'est important de noter, Polymer, ce n'est pas les web components. Polymer, c'est une librairie de Google qui vient se positionner sur cette problématique de web components pour vous aider à faire des web components. Du coup, quand on met Polymer dans la page, alors c'est très caricatural, hein, vous voyez, ça marche pas, ça marche. En fait, c'est pas tout à fait ça. Polymer vous propose ce qu'on appelle des polyfills qui vont vous dire, sur les 4 spécifications qui vous permettent de faire des web components, si le navigateur là, OK, on utilise l'implémentation du navigateur. Sinon, on propose des petits polyfills pour émuler le comportement. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais par contre, c'est vrai que grâce à Polymer, le scope de navigateur sur lequel on peut mettre en place ce type d'application est quand même beaucoup plus important. Alors, on oublie IE8 quand même, parce que ça reste IE8. Et par contre, sur des navigateurs Internet Explorer relativement récents, on arrive à faire tourner des web components sans souci. Alors, si on pousse un petit peu, du coup, c'est quoi Polymer? Parce qu'on parle de web component, on parle de Polymer. En fait, Polymer, c'est plein de choses. Ce que je vais représenter ici, c'est le support du navigateur. C'est-à-dire qu'on a 4 spécifications qui permettent de faire des web components. Le navigateur le supporte ou pas. Donc ça va intervenir quand vous allez mettre en place Polymer.
La première couche que Polymer vous propose, c'est ce qu'on appelle la plateforme. C'est justement cette couche de polyfill qui va se superposer sur le support natif du navigateur pour l'enrichir si une des spécifications, par exemple, n'est pas présente. Donc on pourrait se servir que de ça pour faire du web component comme je vous l'ai montré, mais la syntaxe est un petit peu verbeuse. On est vraiment très bas niveau. On crée à la main des éléments JavaScript. Enfin, on a envie d'avoir un petit peu plus de souplesse. Et c'est là que la couche polymère, proprement dite, va intervenir. C'est du sucre syntaxique pour vous aider à créer des composants d'une façon un petit peu plus ludique, un petit peu plus déclarative et plus facile à lire. Et la dernière chose que vous propose Polymer, c'est un jeu de composants clé en main, prêt à être utilisé, parce que c'est ça aussi la force de Web Component, c'est on crée des composants et on construit avec ces composants des applications. On est vraiment, si vous voulez, dans une logique de Lego. C'est pour ça que tous les gens qui ne sont pas très originaux et qui vous font des présentations sur les Web Components vous mettent des Lego. Et moi le premier. Mais c'est vraiment l'image de dire qu'on fabrique des petites briques et qu'on les empile jusqu'à arriver à des applications. Et là, c'est ce qui change par rapport à ma présentation de l'année dernière, c'est que cet été, il y a quand même eu un effet d'annonce assez fort, un message fort de la part de l'équipe de Polymer, c'est qu'on est passé en 1.0. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils vous garantissent, en tout cas, ils sont assez confiants de ce qu'ils ont fait pour dire que ça peut être utilisable en production. Alors les foufous comme moi qui faisaient du polymère avant, en 0.5, 0.6, 0.8, c'était vraiment pas utilisable en production. Donc c'était bien pour faire des POC, pour l'utiliser, mais ça marchait que sur Chrome, entre guillemets. Là, maintenant, on arrive quand même à quelque chose d'assez stable et d'assez performant qu'on va commencer à pouvoir pousser. Alors, cette nouvelle version, elle s'accompagne, donc je vous parlais des éléments de polymère, on a un nouveau catalogue d'éléments. Donc, ils ont repris un peu le tableau périodique des éléments. Les éléments sont regroupés par atomes. Donc, on a dans ce qu'on appelle le catalogue de Iron Elements, c'est tout ce qui est un petit peu le corps, les composants de plus bas niveau. Les paper éléments sont très intéressants, c'est le material design proposé donc sous forme de web component. Donc on va reprendre un petit peu tout le look and feel de Google sur le material design. Puis on a tout un tas de catalogues en fonction de ce qu'on veut faire. C'est la force de Polymer, c'est la richesse du catalogue qui vous propose d'entrée de jeu pour commencer à jouer avec. C'est-à-dire que vous trouverez pas mal de tutos sur le site où très rapidement, en assemblant des balises, en fait, comme si vous faisiez du HTML, en utilisant leurs composants, vous arrivez à faire une application par exemple de géolocalisation, en mettant une carte, en récupérant les points. Ça fonctionne assez bien. Moi, j'aime bien les composants Material Design, parce que je trouve que... Enfin, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais souvent, quand on récupère une librairie, il y a des librairies qui vous proposent des composants, et c'est souvent moche, en fait. Donc, on vous donne un champ de saisie, un bouton, et 3 tonnes de CSS en disant, voilà, rends-le beau si tu veux le rendre beau. Et ce que j'aime bien avec Polymer, en fait, c'est que les composants ont de la gueule, quand même. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, l'exemple d'un champ de saisie assez typique. Il y a des concepts vachement intéressants au-delà du design. Vous voyez par exemple le placeholder qui remonte quand je commence à saisir. Moi, je trouve ça très intéressant comme concept. Parce que dans la plupart des cas, le placeholder s'efface quand vous commencez à saisir. Et donc sur un formulaire avec 20 champs, vous savez plus ce que vous êtes en train de saisir. Enfin, il y a des choses assez sympas comme ça. Et donc, vous voyez, ce champ de saisie, voilà, comment je l'utilise dans mon HTML, j'ai juste à mettre une balise avec des attributs. Et ça fonctionne comme un champ de saisie qu'on a l'habitude d'utiliser en fait dans n'importe quelle application web. Donc on a des composants très bas niveau comme ça, champ de saisie, case à cocher. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on continue cet esprit de petites briques de Lego qui s'assemblent et on peut aller sur des conteneurs un petit peu plus évolués. Là, vous voyez, on a ce qu'on appelle un paper header panel. Ça va être un conteneur avec une zone de navigation fixe qui va vous permettre d'afficher du contenu et de scroller donc sans que la zone de navigation s'efface. Et là, ce qu'on voit comme concept derrière ça, c'est que Polymer s'est orienté mobile first directement. Ce genre de pattern qu'on essaye de mettre en place dans nos applications, je pense qu'on l'a tous fait. Si le framework ne vous propose pas de solution, vous allez galérer en CSS, vous allez devoir le prévoir là. En utilisant ces balises, ça y est, j'ai ma barre qui scrolle et j'ai ma navigation qui est fixe. Donc c'est
un problème sur lequel j'aurais pas à me pencher. Et on continue en fait à créer comme ça avec des briques de plus en plus importantes, des applications et des conteneurs de plus en plus évolués. Donc là, j'ai un paper drawer panel. Je reste dans l'esprit mobile first. Dans un desktop, j'ai ce pattern qu'on a souvent, une barre de navigation, une en-tête, une zone de contenu centrale assez grande. Et quand je passe en mobile, donc moi j'ai rien fait, j'ai juste utilisé ce composant, vous voyez, j'ai ma barre de navigation qui devient un menu qui se slide et qui se cache. Donc c'est assez intéressant de ne pas avoir à se prendre la tête avec ces problématiques-là. Donc, ça, c'est le jeu de catalogue que Polymer vous fournit. Et ce qui va se passer, c'est que très rapidement, quand vous allez créer votre application, vous allez avoir envie de créer vos propres composants. C'est inévitable. Du coup, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, là, on prend l'exemple d'une espèce de petite carte de visite comme ça, avec une image et un texte. Comment je fais en Polymer pour m'attaquer à ce genre de composants? Déjà, l'utilisation, c'est simple. Vous faites une page HTML dans laquelle vous voulez charger ce composant. Vous allez charger le script de Polymer. C'est quoi ce script? Ce web component, c'est la couche de polyfill. C'est-à-dire que c'est ça qui va vous permettre de fonctionner un petit peu dans tous les navigateurs. Vous êtes sur Chrome, vous pouvez vous passer de ce script-là parce que Chrome supporte tout en natif. Là, je fais quoi? J'utilise ma fameuse spécification d'import pour dire maintenant, moi, je vais importer dans ma page mon composant PaperCard. Donc j'ai un fichier HTML, PaperCard, qui va contenir toute la logique de mon composant. Le HTML, la CSS et le JavaScript de ce composant. Donc grâce à cette nouvelle spécification, je l'importe dans ma page. Et du coup, après, c'est automatique, je l'utilise. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans cet import pour que le navigateur sache maintenant ce qu'il doit faire quand je vais mettre une balise PaperCard comme ça. Et au final, maintenant, je manipule mes composants comme du HTML. C'est juste que maintenant, je suis capable d'enrichir le HTML avec mes propres composants. Alors, un composant, à quoi ça ressemble? Alors, par pitié, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail du code, c'est d'essayer de prendre un peu de recul pour voir comment, avec Polymer, on déclare des composants. Déjà, vous avez deux zones dans un composant Polymer. Une zone qui va contenir tout ce qui est HTML et style. Donc, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette balise DOM module, du style et des templates qui me servent à donner le contenu de mon composant. Et j'ai cette zone de script et de prototype qui ça va contenir en fait tout le JavaScript qui va contenir la logique de mon composant. Du coup, on a une référence qui va nous servir à nommer notre composant. Donc c'est l'ID que je mets là et le is que je mets là. La seule contrainte que vous avez aujourd'hui, c'est qu'un composant, un web component, doit être composé de deux mots séparés par un tiret. Donc c'est la seule chose à savoir, mais après vous pouvez donner tous les noms que vous voulez. Et puis on a le sucre syntaxique que va vous rapporter Polymer. Je vous disais qu'avec Polymer, la syntaxe est beaucoup plus intuitive. Effectivement, on retrouve du data binding, on retrouve des événements qui vont nous permettre d'exécuter du code, et on retrouve des systèmes d'insertion pour récupérer du HTML venant de l'extérieur. Je passe sur le reste, on s'en fout. Alors, je crée un composant HTML, enfin un web component, pardon. J'ai un petit peu, comme les composants HTML, un cycle de vie. Et Polymer, si vous voulez, va vous donner accès à ce cycle de vie pour savoir ce que vous voulez faire sur telle ou telle phase. Le cycle de vie, il est assez simple. Un composant un web component, pardon, il va être créé, attaché au DOM, retiré du DOM, et potentiellement des attributs sur ce composant vont changer. Donc pour chacun de ces événements, Polymer vous donne accès à des callbacks qui vont vous permettre de faire du code en fait. Donc vous avez la possibilité de savoir, tiens, quand mon composant est attaché dans le DOM, il y a peut-être quelque chose que j'ai envie de faire. Donc ça, vous avez la main dessus. Et le problème qui va se poser maintenant, c'est que on a parlé de Shadow DOM, on a parlé d'encapsulation, on réfléchit plus comme avant. Avant, le DOM, c'était le DOM. De n'importe où dans ma page, je pouvais accéder à ce DOM-là. Là, maintenant, on a cette notion de Shadow DOM, on a la façon dont le navigateur va rendre ce Shadow DOM, c'est un petit peu compliqué. Donc, je voulais vous expliquer la différence entre le Light DOM et le Shadow DOM. Vous imaginez, ça c'est mon web component que j'utilise dans ma page. Si je reprends mon exemple ici, ça va être sympa. Ça c'est mon web component. Je l'utilise dans une page et comme c'est un élément HTML, je peux lui passer du contenu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Light DOM. C'est le DOM que je passe en enfant à un web component. D'accord ? Et ce web component, il a aussi du Shadow DOM. Donc c'est
le problème avec cette nouvelle distribution, c'est de savoir comment le navigateur sait comment afficher le Shadow DOM et comment afficher ce Light DOM. Alors c'est pas facile à représenter, donc j'ai essayé de vous montrer ça en fait avec un petit exemple. J'ai donc mon composant qui a du Light DOM. Ce composant va créer un Shadow DOM. Donc là, c'est ce que je vous représente en bleu. Le Shadow DOM, il est ici. Et je vais avoir accès à de nouvelles balises qu'on appelle Content, qui sont des points d'insertion. Je suis en train de dire en fait à mon navigateur, tu vois la balise Content qui est là, elle va sélectionner tous les éléments qui ont un title. Et ce sélecteur, il s'applique à quoi? Il s'applique en fait au Light DOM que je vais passer à mon élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, ce que vous allez voir à l'écran, c'est ce qu'on appelle le Composite DOM. Ça va être en fait un mix entre ce Shadow DOM, le Light DOM qui va se positionner dans des points d'insertion bien particuliers. Ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que vous pouvez faire des web components avec du Shadow DOM, vous avez de l'encapsulation, mais vous ne perdez pas la capacité à fournir du contenu à ce composant. Je prends l'exemple d'une modale. Une modale, vous voulez faire une fenêtre qui va avoir un certain look and feel, donc avec son Shadow DOM, mais le but d'une modale, c'est d'afficher quelque chose. Donc vous allez devoir lui fournir ce quelque chose à chaque fois que vous l'utiliserez. Et bien grâce à ces points d'insertion, c'est possible. Alors, Polymer 1, ce qui a fait que Polymer peut passer en production et que c'est devenu maintenant utilisable, c'est l'effort qu'ils ont fait avec ce qu'on appelle maintenant le Shady DOM. Comment dire? Le Shadow DOM, c'est quelque chose de très compliqué à émuler. C'est-à-dire que si le navigateur ne le fait pas, vous imaginez bien que faire de l'encapsulation, c'est compliqué. Donc le polyfill qu'utilisait Polymer avant était très lourd, peu performant et avait beaucoup de bugs. Parce que l'idée qu'ils avaient eue, c'était de dire on va wrapper tous les éléments du DOM avec nos composants à nous, et du coup, forcément, ça avait des effets de bord. Il y a certains éléments du DOM qu'on ne peut pas wrapper, et c'était très coûteux en performance et en taille de librairie. Donc c'est ça qui a bloqué pendant longtemps, je pense, ce fameux passage à la 1.0. Et en fait, ils ont pris le problème complètement à l'envers en disant « Ok, le Shadow DOM, on n'arrive pas vraiment à le polyfiler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une API aux développeurs. Plutôt que de faire un document.createElément, par exemple, on va leur dire, voilà, nous on a une API pour manipuler le DOM qui garantit qu'on peut faire du Shadow DOM avec. Si vous utilisez notre API, on n'a plus besoin de fournir un polyfill, on n'a plus besoin de remplacer tous les nœuds du DOM, et en attendant que le navigateur supporte le Shadow DOM, vous pouvez utiliser notre API. Du coup, on a gagné beaucoup sur la taille, sur les perfs, et on a gardé le fonctionnement. À partir de là, quand vous allez créer des web components, il y a aussi... Alors, je vous montre plein de features de Polymer. On pourrait parler pendant 2 heures de Polymer, même si je n'ai pas envie de parler pendant 2 heures de Polymer. Mais j'ai dû faire un choix. Vous verrez, il y a une doc qui est plutôt bien fournie. Il y a beaucoup de choses à voir. Il propose beaucoup de fonctionnalités. J'ai choisi de vous parler des propriétés parce que je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez puissant sur le langage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un web component, vous allez avoir cette notion d'encapsulation, vous allez décider de ce que vous voulez exposer à l'extérieur, en fait. C'est comme un élément HTML avec des attributs. Et c'est là que les propriétés interviennent, c'est que vous allez avoir la capacité de dire, les propriétés, c'est l'API publique de mon composant. Je suis capable de définir des propriétés sur un élément. Vous voyez, par exemple, username, isAPI, count. Et là où ils ont fait le travail plutôt bien, c'est qu'au-delà de juste définir une propriété, on a tout un tas de fonctionnalités sur ces propriétés qu'on peut rajouter. On peut les typer, dire que ça va être de type booléen, string, number, array. On peut mettre des valeurs par défaut, dans le cas où l'attribut ne serait pas fourni sur le composant. On peut les déclarer comme étant en lecture seule. On peut mettre des observers, c'est-à-dire qu'on peut dire si quelqu'un modifie mon attribut sur mon web component, je vais être notifié pour pouvoir faire un traitement. Donc c'est assez riche en fait l'implémentation qu'ils ont proposée sur les properties. Du coup derrière, avec ces propriétés, on va mettre en place le data binding. C'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant dans React, dans Angular. Et dans Polymer, en fait, c'est ce qui va aussi vous rendre la création de composants plus simple. Le data binding, ça va vous servir comment? Dans mon composant web component, je vais avoir des éléments enfants, qui sont du HTML classique ou d'autres web components. Je vais être capable de modifier dynamiquement leurs propriétés en fonction de mes propriétés. Donc là, typiquement,
j'ai dans mon web component une propriété myName, bah, quand elle va évoluer, la propriété name de ce child élément sera automatiquement changée. Et avec Polymer, on peut faire du one-way binding, c'est-à-dire que c'est toujours le parent qui notifiera l'enfant, ou du two-way binding, à bout d'un moment, on pourra aussi récupérer l'information de l'enfant, comme quoi la propriété a été modifiée. Ce qui est bien avec Polymer, c'est que vous avez le choix. Vous êtes, je crois qu'Angular par défaut, jusqu'à très peu de temps, était forcément en two-way data binding. Là, vous décidez, en fonction déjà de la notation que vous utilisez et de la façon dont vous configurez vos propriétés, est-ce que ça sera du two-way binding. Alors justement, pour faire du two-way binding, donc, on utilise les moustaches. La propriété fille doit être avec un flag notify pour pouvoir prévenir le parent. Et la propriété fille ne doit pas être en read-only, justement pour qu'on puisse écrire dedans. Rapidement sur les expressions. Donc on a dit qu'on pouvait utiliser les moustaches pour mettre du code dans notre template HTML. C'est peut-être la faiblesse de Polymer aujourd'hui, c'est que pour l'instant, la seule chose que je peux mettre dans ces moustaches, c'est des propriétés. Alors, là où dans d'autres frameworks, on est habitué à faire des choses un petit peu plus évoluées, genre concaténer des valeurs, faire des tests. Là, non, je peux juste mettre une référence à une propriété, mais pour l'instant, ça marche que comme ça. On a des compute properties qui permettent de dire, je mets une fonction qui fait référence à des propriétés, et quand l'une de ces propriétés est modifiée, le data binding va s'exécuter pour mettre à jour cette zone-là. Et par contre, ce qui fait aussi la facilité d'écriture, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant dans tous les moteurs de templating, c'est la possibilité de faire des répétitions. C'est-à-dire que je vais parcourir des éléments et pour chaque élément, je veux créer une zone HTML bien particulière. Donc j'ai quelque chose qui s'appelle le DOM repeat ici, qui me permet de boucler sur cette liste d'employés. Et pour chaque élément de la liste, je vais créer cette zone HTML. Et souvent, ce qu'on a aussi avec les répéteurs, c'est les templates conditionnels. C'est de dire, je veux tester une condition. Si cette condition est vraie, je vais mettre le HTML qui est en dessous. Donc grâce à ça, les répéteurs et le DOM if, on est capable de faire du HTML dynamiquement et binder à des propriétés de l'élément. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer dans Polymer, c'était le style. Parce que c'est vraiment le défi, quand vous faites des web components, vous avez cette encapsulation dont je vous parlais. Du coup, tout est dans du Shadow DOM, mais vous n'avez pas accès à ce Shadow DOM pour un développeur qui va utiliser votre balise. Du coup, c'est compliqué parce que vous allez fournir, je prends un exemple, un bouton vert, et forcément, le bouton vert, moi j'ai envie de l'utiliser dans une page où il devrait être bleu. Et c'est là que toute la problématique va se poser, c'est de dire comment je peux mettre un thème, comment je peux autoriser des développeurs qui vont utiliser mes web components à changer leur look and feel, puisque par définition, ils n'ont pas accès au contenu. Alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, on avait des nouveaux sélecteurs, je pense surtout à Shadow et Deep, qui en CSS vous permet de dire « Ok, c'est du Shadow DOM, normalement, je n'ai pas accès, mais si je suis un gros bourrin et je mets 2.2. Shadow, et là, je rentre de force dans le composant. Et après, je peux mettre des sélecteurs. Mais vous voyez bien que ça pose quand même un problème, c'est que même si on vous donne une porte d'entrée, ça vous oblige à connaître l'implémentation du composant, de savoir que, par exemple, il est fait avec un H1 et que dedans, il y a un span, et c'est ce span que je veux changer. Donc, on perd un petit peu ce côté encapsulation. Donc en fait, ils sont partis sur un nouveau concept, c'est les propriétés CSS, donc qui vont arriver, enfin qui devraient arriver si un jour on se met d'accord dessus. Je ne parle pas de CSS ou de LAS, je parle vraiment de intrinsèquement en CSS, on sera capable de définir des propriétés, comme on le fait en SAS ou en LESS. À quoi ça ressemble? Là, vous voyez, j'ai un composant, il contient par exemple un sélecteur title, et je dis ce sélecteur title, par exemple, je veux lui appliquer sur sa propriété couleur le contenu d'une variable qui s'appelle comme ça. Et par défaut, si cette variable n'est pas définie, je lui donne une couleur rouge. Là où ça va être intéressant, c'est que maintenant, de l'extérieur, si je veux customiser ce composant, donc là je suis dans un autre composant qui utilise ce fameux MyButton, je dis ce bouton, moi je veux qu'il soit vert. Du coup, vous voyez, je récupère mon bouton là, je récupère par sa classe, je fais un sélecteur et je dis pour ce bouton là, je définis une variable, enfin je définis la variable qui est ici avec la valeur verte.
L'avantage de ça, c'est que maintenant, ces fameux noms de variables, au même titre que vos attributs, ça fait partie de l'API de votre composant. Vous êtes capable maintenant de dire, bah voilà, mon composant, si tu veux lui mettre un fond vert, tu dois remplacer cette variable et tu n'as pas besoin de savoir que c'est un H1 qui est dans un span, etc. Et pour aller plus loin, on a ce concept de mixin où là, vous allez carrément appliquer un thème. On va définir par exemple que sur notre élément, tout ce qui sera dans cette mixin myButtonTheme doit s'appliquer. Et du coup, vous voyez, moi, je récupère mon bouton ici et je définis un ensemble de règles sur ce thème pour les appliquer toutes d'un coup. Donc là, avec cette notion de CSS Properties et de mixin, oh la vache, comment dire, on a résolu le problème de thème. Alors, en fait, je voulais surtout vous parler de cette partie, mais j'étais obligé de vous parler de celle d'avant pour vous parler de Polymère. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous partager un petit peu mon ressenti après maintenant presque un an et demi d'utilisation de Polymère. Donc, j'ai vraiment mis en place Polymère donc, chez des clients, donc pas sur des applications où 200 000 personnes vont se connecter, sur des projets bien précis. Ce qui est intéressant chez ce client-là, c'est qu'on a eu la démarche de dire on va essayer vraiment toutes les briques. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti du petit composant à une application complète en polymère. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat d'une... Alors, c'est pas non plus une super application, hein. Mais l'idée, c'était de dire on veut une application qui permet de se connecter à des web services, de tester un web service et d'afficher la réponse. Donc ça nous a permis de voir plein de petites problématiques. Comment je récupère ma liste des web services sur une requête au serveur, je construis dynamiquement un formulaire en fonction de ce que me répond le serveur et j'envoie une requête pour tester et j'affiche le résultat sous forme de JSON. Donc ça nous a permis de voir si je fais tout en polymère, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va pas bien. On a aussi, alors ça c'est le composant pour moi le plus réussi, je ne parle pas en termes de code ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est ce composant-là qui a vraiment l'avenir des web components. C'est-à-dire qu'autant je ne suis pas complètement convaincu encore par une application full polymère, autant ce composant pour moi a vraiment du sens. Alors, pour vous situer un peu le contexte, c'est chez un client où en fait, il développe plusieurs types d'applications web, mais ils ont un mécanisme d'authentification qui est toujours le même. Et donc, ils ont créé une brique d'authentification avec Spring Security, et ils fournissaient avant cette implémentation du JavaScript pour se connecter à cette librairie. On s'est dit, le JavaScript, il était un petit peu compliqué à mettre en place. On va aller plus loin, on va proposer un web component qui, déjà, prendra en charge tout l'aspect design visuel et les développeurs auront juste à le mettre dans leur page. Mais ça ira au-delà de ça, ça prendra aussi en charge toute la partie je me connecte, je dois changer de mot de passe, je dois reset mon mot de passe, etc. Donc en fait, vous voyez cette petite mire de login, vous avez juste à la mettre dans votre page en lui passant les points d'entrée pour le login et les points d'entrée pour le logout. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on masque, mais il y a une vraie pseudo-architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une mire d'authente, c'est des formulaires d'authentification qui vont utiliser des composants plus ou moins évolués. On va avoir une couche de service qui va permettre de faire l'appel au serveur. Et on va avoir même un modèle dans lequel on va stocker les informations et on sera capable de les récupérer. Et là où c'est intéressant, c'est que au final, moi, ce que je propose, donc on code ce web component, et ce qu'on propose aux développeurs, c'est un véritable élément HTML, mais qui réagit comme n'importe quel élément HTML, c'est-à-dire qu'au final, à l'utilisation, j'ai un élément HTML qui a des attributs, j'ai un élément HTML qui génère des événements. Si je veux savoir, par exemple, que l'utilisateur s'est connecté, que ça s'est bien passé, j'ai un login success, un événement qui va être propagé. Et j'ai des méthodes, c'est-à-dire que je peux récupérer ce composant HTML et appeler des méthodes dessus. Donc, on reste vraiment dans ce qu'on a l'habitude d'utiliser, en fait. Et c'est complètement trivial pour le développeur qui va intégrer cette mire d'authente. Et donc, je vous disais, c'est un élément HTML comme les autres. Alors, ce client donc, développe des applications dans plusieurs types de technologies. On a des applications en Backbone, des applications en React, des applications en JavaScript, jQuery,
pourquoi pas demain des applications en Angular 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a codé ce composant et après, la façon dont on va le mettre en place, dans la mesure où je manipule du HTML, c'est assez trivial. Donc là, vous avez un exemple où dans Backbone, alors c'est du Backbone avec du marionnette. Donc c'est un élément HTML que je récupère. Alors pour ceux qui connaissent Backbone, on a une map de UI. Je récupère mon FRF login qui est le nom de mon composant. Dessus, je peux écouter des événements comme si c'était un champ de saisie ou comme si c'était un bouton et je peux déclencher des méthodes. Et vous voyez, je peux appeler des méthodes. Par exemple, hide, c'est une méthode de mon composant. Ça, c'est un autre exemple où dans une application React, dans le render d'un de mes composants React, de la même façon qu'on met des divs, moi j'ai mis mon FRF login avec mes attributs et mes événements qui vont appeler des méthodes React. Donc je suis vraiment complètement indépendant du framework. Alors pour React, je mens un petit peu, parce que React, dans la mesure où c'est du virtual DOM, React ne comprend pas des composants qui ne sont pas des composants du DOM. Donc je suis obligé, vous voyez, de mettre ce petit code de plomberie. Il y a une librairie qui s'appelle React Polymer, qui permet de dire, je t'ai passé un élément qui est capable de proposer des attributs login URL et de générer des événements login success. Donc, avec ce petit code, je suis capable de dire à React, ne sois pas formalisé si tu vois ça. Et enfin, donc là, vous voyez, on est parti de la grosse application. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens d'ailleurs. On a eu le composant un petit peu intermédiaire, donc qui est quand même un petit peu complexe, qui est la mire de tente. Et là, en fait, on est au niveau un petit peu le plus bas, la brique unitaire. C'est un composant reCAPTCHA. Donc c'est pour ceux qui ont déjà utilisé reCAPTCHA, c'est une lib purement JavaScript. Donc vous l'initialisez avec du JavaScript, vous récupérez les valeurs avec du JavaScript, donc c'est pas très user-friendly. Et l'idée, c'était de dire, dans la mesure où maintenant on a des moyens de faire ça de créer nos propres composants, pourquoi en fait un reCAPTCHA, ça ne devrait pas être ça dans votre page, quoi. De la même façon que c'est un champ de formulaire, j'ai pas envie de faire un formulaire où le reCAPTCHA, c'est du JS qui me le crée. Donc moi, j'ai envie de faire un formulaire où je vais mettre ma balise reCAPTCHA dans mon formulaire. Je vais mettre le side key, c'est la propriété que Google demande pour initialiser un reCAPTCHA. Et derrière, ça va me générer mon formulaire. Et derrière, la complexité, c'est il a fallu créer ce composant qui va faire toute la logique JavaScript derrière, mais pour un utilisateur, c'est indépendant. Alors, je termine avec ça. Quand vous allez commencer à créer vos propres composants, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider pour gagner un petit peu de temps. Alors c'est assez classique maintenant dans la stack front. Il y a bien sûr Bower, c'est-à-dire que toutes les librairies, enfin le catalogue d'éléments de polymère, tout est accessible par Bower. Donc pour les récupérer, pour l'instant il n'y a que Bower. Vous ne pouvez pas les récupérer avec NPM, mais ça devrait peut-être changer. Bien sûr Yeoman, c'est-à-dire que quand vous allez vous lancer dans la création de composants, soit vous créez une application complète, et donc il y a un générateur Yeoman pour créer le squelette d'application, soit vous voulez, comme moi, créer des petits composants de façon unitaire, et là vous avez aussi des générateurs, par exemple YoPolymère de point élément, qui crée un élément de façon indépendante. Donc c'est assez pratique. Et enfin, moi j'aime bien, quand je teste une nouvelle technologie, voir comment je vais mettre en place des tests unitaires sur cette technologie. Et avec les web composants, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'est plus sur du code pur. On est en train de créer des éléments qui vont devoir exister dans un navigateur pour vraiment les tester. Du coup, l'équipe de Polymer propose un outil qu'on appelle Web Component Tester. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça s'appuie sur Mocha, Shai et Sinon. Donc, c'est des librairies de test JavaScript. Si vous avez l'habitude de les utiliser, vous ne serez pas perdu par la syntaxe. Mais par contre, vous allez pouvoir, l'idée c'est de dire, je vais pouvoir, je ne sais pas si j'ai mis un exemple, non, j'ai pas mis d'exemple, je vais pouvoir charger ma page de test, en fait ça va être une page HTML qui va charger le composant pour qu'il s'exécute dans du HTML, qui vive dans du HTML parce que c'est là qu'il est censé exister, et mes suites de tests vont après s'exécuter pour voir si tout se passe bien. Et par contre, après, on est dans du test unitaire classique où j'instancie un composant, je lui passe un paramètre, je m'attends à ce qu'il réponde de telle façon. Il n'y a pas trop de docs sur les tests unitaires de composants, donc si ça peut vous intéresser, sur le composant reCAPTCHA, j'avais fait pas mal de tests. Donc il y a en tout cas des exemples d'implémentation de tests unitaires.
Et enfin, alors, donc Polymère, on a vu ce que c'était, on a vu qu'on avait un certain nombre d'outils, et là, depuis l'annonce de la version 1, en fait, on voit que les outils commencent à exploser. Donc en vrac, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. PolyUp, ça va être pour ceux qui ont commencé à faire du polymère en version 0.5, dans la mesure où ils ont tout pété et que ça ne marche pas en 1.0, bah, il y a un petit outil qui s'appelle PolyUp. Vous le lancez et ça va automatiquement transformer vos composants polymère 0.5 en composants polymère 1 et ça va presque marcher tout seul. Polyserve, c'est un outil que préconise Polymère. Alors moi, je m'en sers pas, mais disons que c'est un serveur assez léger à mettre en place pour débugger et charger vos composants. Mon Polyline, bah, on va valider qu'on respecte un certain nombre de best practices dans l'écriture de nos composants. Vulcanize, moi je l'utilise, il est assez intéressant. C'est quand vous allez commencer à créer des composants, vous allez éclater ça dans des fichiers séparés, forcément. Et vos composants vont dépendre de d'autres composants. On a tout un arbre de dépendance. Et Vulcanize, c'est un peu l'équivalent des agrégageurs de script. C'est-à-dire qu'il va récupérer tous vos composants et en faire un seul fichier HTML pour toute votre application. Donc au final, vous chargez qu'un seul fichier HTML. CRISPR, c'est pour... vous avez vu, dans nos fichiers HTML, on met à la fois du HTML et du JavaScript. CRISPR, c'est un outil de build qui passe dessus et qui vous sort le JavaScript dans un fichier externe bien propre pour se protéger un petit peu contre les attaques. Enfin bon, c'est plus propre. Et Polybuild, bah, c'est Vulcanize plus CRISPR. Voilà, je crois que j'ai fini mon talk et j'espère que je vous ai donné envie de faire des web components. Si vous avez des questions. C'était super clair, il n'y a pas une question. C'est ça qui est chiant quand on passe juste avant le repas. C'est que les mecs, en fait, vous êtes tous en train de penser au buffet, là, qui va être mortel. C'est putain, si je pose une question, il va rester 10 minutes et je vais pas pouvoir manger. Alors, j'ai une toute petite question. Oui, où ça? Ici. Oui. Donc, Polymère 1 va permettre de faire du polymère sur tous les navigateurs, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Quel est le gap de performance entre l'utilisation native de performance native sous polymère et sous les autres navigateurs? Alors, c'est vrai que, on l'a dit, Chrome, par défaut, supporte les 4 spécifications, donc nativement, donc n'utilise pas les polyfills de polymère. Et ça se voit, c'est-à-dire qu'une même application en polymère qui s'exécute sur Chrome, elle va réagir beaucoup plus vite que sur un Internet Explorer ou un Firefox. Donc c'est perceptible. J'ai pas de benchmark à te donner, mais ça, le fait de passer par des polyfills, ça a un coût. Mais polymère, en fait, moi, j'attends avec impatience que tous les navigateurs supportent ces 4 spécifications. Parce que polymère, c'est une solution, je dirais, en attendant. C'est un peu les préfixes vendeurs qu'on utilisait en CSS3 pour faire des coins arrondis. Mais ça sera réellement fonctionnel et on pourra l'exploiter dans toute... enfin, on pourra vraiment faire des choses intéressantes avec quand les navigateurs le supporteront. Donc il y a Chrome, Internet Explorer, si on suit un petit peu le statut du support d'Internet Explorer, c'est en bonne voie. C'est-à-dire que c'est passé du statut under considération, ça veut dire ok, on a un stagiaire qui va regarder un jour, c'est bon, on l'a pris, on l'a mis dans le backlog, quoi. Donc c'est assez positif. Firefox et Safari, il y a un petit peu une guerre en se disant bah il y a une partie des spécifications qui les intéressent pas. Donc ça va être plus compliqué. S'ils veulent pas le faire, ils veulent pas le faire, quoi. Mais je pense que l'avenir des web components, ça sera vraiment quand les principaux navigateurs implémenteront ça. Et en attendant, il y a Polymère. Oui. T'as pas faim, toi, c'est ça? Non, en fait, j'ai une question un peu spécifique. Je ne sais pas si c'est forcément ton domaine. Sur la web analyse, comment on marie ce nouvel écosystème que tu décris avec les web components avec des solutions déjà existantes de web analyse? Alors, je suis vraiment un con parce qu'on m'avait déjà posé cette question. Et à l'époque, j'avais dit je sais pas, je vais me renseigner. Et je ne m'étais pas renseigné. Donc, je vais me renseigner. Ça va, j'ai bien esquivé, là? Plus de questions? Si?
Moi, je voulais juste savoir si vous avez testé avec Ionic ou avec d'autres frameworks pour faire des applications mobiles, comment ça marche? Est-ce que ça marche Est-ce que bien j'ai testé avec? avec des frameworks comme Ionic ou des frameworks pour en faire des... Alors non, j'ai pas testé. Mais moi, je suis assez. Enfin, on parle de. Si on caricature les composants dont je vous ai montré, c'est au final des balises. Donc, en tout cas, j'ai aucun doute sur la capacité technique à intégrer ces composants dans du Ionic, dans du Angular, dans du Angular 2. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, par contre, la question à se poser peut-être, c'est de voir en termes de performance. C'est peut-être plutôt là que ça serait intéressant de regarder. Voilà, une question. Si demain j'utilise Polymer avec d'autres frameworks, à savoir JS ou bien des libs CSS, est-ce qu'il y a des risques d'avoir des conflits? Alors, des conflits JavaScript, non. Parce qu'au final, si tu utilises un composant polymère dans une autre librairie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta balise et ça va marcher. Des conflits CSS, normalement, non. Parce que justement, ce shadow DOM, entre guillemets, fait que tu vas définir le style de ton composant à l'intérieur de ton composant et il ne doit pas déborder de ce composant. Et ça va marcher, c'est sûr, avec un navigateur qui implémente le Shadow DOM en vrai. Après, Polymer vous fournit quand même des polyfills pour essayer de reproduire ce comportement CSS. Donc ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont complexifier le sélecteur, rajouter des choses pour pas que ça déborde. Donc a priori, ça ne devrait pas avoir des effets de bord, même avec des polyfills. Pas toi. Salut Cyril. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans Polymer pour toi, que tu aurais aimé avoir dans Polymer? Ouais. Alors moi, j'ai parlé des expressions. Les expressions avec le data binding, je trouve ça dommage qu'on puisse mettre juste une référence à une propriété. Du coup, on se retrouve dans des cas où on voudrait mettre des choses un peu plus compliquées et ça marche pas. C'est pas que ça fait une erreur, c'est que ça marche pas. Donc ça m'a un petit peu gêné. Je vous ai dit que pour moi, Polymer n'était pas prêt pour faire des applications. Et je pense que ce qui manque à Polymer pour faire des applications, c'est un routeur. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, enfin, je suis persuadé que le cœur des applications qu'on est en train de faire maintenant, c'est le routeur aujourd'hui. On a des routeurs très performants avec Angular, avec Ember, mais avec Polymer, il n'y a pas de support officiel d'un routeur en tout cas. Et il y a juste un gars qui s'est amusé à faire, comme moi je m'amuse à faire des composants, un composant routeur, mais qui est très très light pour faire des vraies applications. Sinon, ça marche. Je réfléchis où c'est que j'ai galéré. Ça marche plutôt bien. Du coup, on a vu des composants dans ta présentation et des libellés. Comment on gère la localisation? Comment on gère là? La localisation des composants, si on est dans une autre langue ou des choses comme ça. Alors, je m'y suis pas attaqué, mais j'avais un petit peu regardé. Déjà, ils ont des composants, enfin Google fournit des composants un petit peu 10-18N qui vont permettre d'utiliser pour labelliser un certain nombre de choses. Et je crois qu'ils s'appuient aussi sur des attributs un peu spécifiques pour rajouter du contenu à des composants sous forme d'internationalisation. Après, par contre, c'est vrai que si tu veux, j'ai pas trouvé de solution, si tu veux, pour dire, bah là, ce texte-là, comment je fais pour qu'il soit affiché de façon différente selon que je suis en français ou en anglais, par exemple. Ça, je pense que pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je prends l'exemple d'Angular. Il a fallu une lib type Angular Translate pour mettre en place ce genre de comportement. Et je pense qu'il faudra quelque chose comme ça sur Polymer. On va manger ? Merci.